Donc aujourd'hui, la journée va démarrer. Je vous remercie tout d'abord d'être là parmi nous de bon matin, on va dire à vendredi. J'espère que vous êtes bien reposés après la grande journée d'hier. La journée aujourd'hui va démarrer avec un face-à-face avec Laurent Moisson. Et pour animer cette première séquence, et puis après la suite, je fais appel à Francine Belleï, auteure, digital stratégiste, qui nous vient du Royaume-Uni, fondatrice de Nucleus of Change. Si elle est là, pardon, désolé. Donc Francine, je te donne le micro, tu sauras mieux te présenter et puis gérer la suite. Merci, bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Comme l'a dit Salah, je suis Francine Belleï, je suis digital strategist et founder of Nucleus of Change. J'habite aux États-Unis, au Royaume-Uni en fait, où je suis basée depuis 13 ans. Et donc je suis également auteur, mais aujourd'hui nous avons un autre auteur parmi nous et j'ai vraiment le plaisir de vous présenter donc celui avec qui on va commencer cette journée, Laurent Moisson, qui est un Africain de cœur. C'est comme Laurent. Voilà, Laurent. Voilà, et Laurent en fait... bonjour. Voilà, merci de dire bonjour à l'Assemblée. Donc, Laurent est entrepreneur. Il est business angel aussi dans le digital depuis 15 ans. Et il a créé et retourné et participé à la vente de plusieurs entreprises, dont Business and Decision, récemment acheté par Orange Business. Il est aussi l'auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur le digital et il a fondé Sphère, un accélérateur de start-up, de PME créatives et de dispositifs innovants pour de grandes entreprises. Et il est également professeur à Sciences Po, Paris et conférencier. Donc, bonjour Laurent. Bonjour Francine. Alors, vous avez écrit Napoléon Hannibal, ce qu'ils auraient fait du digital, pour expliquer donc les bouleversements et les impacts des dernières technologies sur notre société. Mais vous avez aussi choisi d'analyser cette transformation sous l'angle de l'histoire. Et vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous avez vraiment adopté cet angle. Et voilà, à vous. Alors d'abord, je me lève parce que vous êtes plus grande que moi, donc ça ne va pas. Alors, pourquoi l'histoire? En fait, tout est né dans un avion en direction de Dakar. Donc c'était il y a quelques années, j'étais effectivement à l'époque président d'une entreprise qui faisait de la transformation digitale, sauf que le mot était un petit peu nouveau à l'époque, et me voici à côté d'un de mes grands clients, qui était au bord d'un grand opérateur international, et qui me demande comment ça va le business, etc. Alors je lui dis ça va bien, on est en train de se repositionner sur la transformation digitale, et là il me dit mais oh là, j'en ai marre de ce truc, tout le monde en parle et c'est vraiment du bullshit. À chaque fois c'est des nouveaux mots, c'est des machins. Enfin, c'est simplement pour faire augmenter vos tarifs que vous nous racontez ça. Je lui dis mais non, pas du tout. Moi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et qu'on va... Par contre il faut l'expliquer à des gens qui ne sont pas d'une génération digitale. Donc la complexité c'était finalement d'expliquer à des décideurs, qui étaient donc de la génération d'avant, ce qui se passait avec les technologies de la génération même en dessous de nous. Et en fait, ce qui fonctionne bien, c'est de prendre des exemples qui sont un peu dans leur champ intellectuel et dans leur champ de connaissances et de formation. Et finalement, tous ces grands chefs d'entreprise, ou alors qui sont au bord de grandes entreprises, généralement ont une très bonne formation académique et connaissent bien l'histoire, la stratégie, ce genre de choses. Et donc là, j'ai décidé de dire, bon bah, en fait, on va faire ça. Et là, je lui ai raconté 2-3 anecdotes sur, finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer la transformation digitale sur le secteur de la musique avec des exemples qui datent de Louis XIV. Donc il m'a dit, alors attends, il va falloir que tu m'expliques. Et donc je lui ai dit, ben voilà, avant, à l'époque de Louis XIV, la musique, c'était Lully, hein, c'est-à-dire un grand compositeur qui était payé par Louis XIV pour faire des opéras pour sa propre gloire. Donc je lui dis finalement, Lully et les rois, ils sont morts. Enfin en tout cas, pardon, les rois en France. Donc, qui prend la place du roi de France pour
pour soutenir la création musicale? Eh bien, ce sont les marques qui vont prendre des auteurs, des artistes comme ceux qu'on a vus là, pour montrer qu'autour d'eux tout est beau et que finalement ce beau déteint sur leur propre marque. Donc là, il n'y a rien de nouveau avec cette transformation, c'est qu'on voit simplement que ce ne sont plus les mêmes acteurs qui le font, mais ils le font pour les mêmes raisons. Deuxième élément du business model sur la musique, c'était qu'à l'époque, il y avait les guinguettes, il y avait des concerts, donc c'est la partie live. Et ça continuait à gagner de l'argent à l'époque où la musique se transformait. Par contre, le support qui était celui du disque pour enregistrer la musique, qui lui a donné lieu à une industrie qui sont construites autour du disque. Hein, c'était pas l'industrie de la musique, c'était l'industrie du disque. Quand le disque disparaît, l'industrie du disque disparaît. Donc il n'y a rien d'absolument anormal, ça s'explique. Et pourquoi donc avoir choisi Napoléon et Hannibal? Et j'ai cru comprendre également dans le livre que faire référence à l'histoire aussi, c'est pour dire à tout le monde, attendez, tout ça on l'a déjà vu dans le passé. Hein, c'est pas aujourd'hui, les transformations ne commencent pas aujourd'hui. Ça a commencé bien avant, nos aïeux sont passés par toutes ces transformations, mais là nous sommes en plein cœur de cette transformation-là. Alors je pense que cet angle est également bien illustré également dans le livre, mais j'aimerais également savoir pourquoi Napoléon et Hannibal finalement. Alors, Napoléon et Hannibal, ce sont des noms qui vendent, hein, c'est-à-dire que... C'est du marketing. Voilà, c'est quand même des stratèges qui sont connus dans le monde entier, et d'ailleurs quand j'ai envoyé... moi j'ai commencé par publier mon bouquin sous forme de PDF online, et puis il y a un éditeur qui l'a lu, qui a dit « écoutez, moi je veux vous éditer ». J'étais ravi. Sauf que derrière, il m'a fait vraiment beaucoup travailler. Donc ça a été c'était plus compliqué. Mais il m'a dit, Laurent, il n'y a pas assez de Napoléon dans ton truc. Mais en plus, on veut en avoir parce que c'est un personnage qui a marqué les esprits, etc. Et en fait, moi ce qui m'intéressait justement avec cette histoire, c'est effectivement, dans la transformation digitale, c'est pas digital qui est intéressant, c'est transformation. Et il se trouve que l'humanité a déjà vécu des ruptures technologiques nombreuses et aussi impactantes que le digital. Alors peut-être un petit peu moins rapide dans sa diffusion à l'échelle mondiale, mais si vous voulez, l'arrivée du train dans les campagnes, c'est encore probablement plus rupturiste que l'arrivée d'Internet. Hein, c'est le début de l'exode rural, de beaucoup de choses comme ça. Donc c'est intéressant de mettre en perspective ça parce que vous avez, et peut-être certains d'entre vous sont encore dans cet état, une rupture, c'est toujours un petit peu stressant, c'est toujours un moment d'instabilité, et on a des gens très compétents qui vacillent, et qui se disent, bah, finalement, je suis trop vieux, j'y comprends rien, et le gamin de 24 ans qui a tous les acronymes dans sa tête, qui va vous parler de Google, de machin, de trucs, etc., il en sait beaucoup plus, mais pas du tout, pas du tout. Il est plus familier avec un jargon. Il a une utilisation des technologies effectivement qui est plus native que tous les professionnels qui ont de l'expérience, mais les professionnels qui ont de l'expérience, qu'est-ce qu'ils connaissent que ce jeune homme ne connaît pas, que cette jeune femme ne connaît pas? L'individu, l'homme. Et dans toutes ces transformations, la seule chose qui soit pérenne, c'est l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que nous sommes encore des animaux régis par des émotions, par des hormones, par tout un tas de trucs, et ça ne changera jamais. Sauf le jour où on sera tous bio-ioniques ou je ne sais quoi, et on sera nous-mêmes Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand vous avez compris ça, alors tout le monde s'apaise, on arrête de dire n'importe quoi, et on se dit, regardons dans cette histoire quels sont les traits humains qui sont intéressants et qui vont pouvoir être répliqués, comment est-ce que je peux, moi, en tant que chef d'entreprise, capitaliser là-dessus pour réussir cette transformation. Et là, vous voyez que le déni, ça a toujours existé. Hein. Vous avez des gens qui disaient ça ne marchera jamais pour un certain nombre de ruptures. Ils ont eu tort. Les gens qui, au contraire du déni, se disent ça y est, voilà une rupture technologique, ça va tout changer, mais ça va tout changer demain. Donc c'est-à-dire ce sont des gens qui vont s'adapter à des technos et les intégrer dans le cœur de leur dispositif alors qu'elles ne sont pas mûres. Donc ça s'appelle avoir raison trop tôt, ce qui revient à avoir tort. Parce qu'en gros, quand vous faites quelque chose trop tôt, c'est trop tôt et vous vous plantez. Voilà, donc vous avez tout ça, c'est assez intéressant de regarder que dans toutes ces grandes ruptures, vous avez l'élément humain qui fait que certains vont basculer de façon intelligente dans cette transformation, d'autres, par contre,
vont se réfugier dans la tradition, dans l'immobilisme, dans un certain temps, des éléments moraux. La morale, c'est très important. C'est-à-dire que pour des raisons morales, on va parfois refuser une innovation parce qu'elle met en cause un dispositif et après on se fait disrupter, comme on dit. Et donc, lorsqu'on est soi-même concerné par un changement, on s'impatiente en général et on pense que les choses vont lentement. Et dans le livre, en fait, vous parlez donc qu'il a fallu un siècle pour que la Troisième République succède à la Deuxième République et ses excès. Moi, ce que j'aimerais vous demander, Laurent, c'est, ok, on voit des fois le changement qui tarde, mais dans cette ère numérique, est-ce qu'on peut aller quand même plus vite? Est-ce qu'on peut accélérer? Et là, je pense aussi particulièrement à l'Afrique. On est sur un forum africain. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il a fallu effectivement peut-être attendre des siècles, mais est-ce qu'on ne peut pas, comme disent les Anglais, leapfrog? Est-ce qu'on ne peut pas sauter certaines étapes pour y arriver? Alors si. Bon, alors par contre, j'ai pas exactement votre point de vue sur la rapidité de la transformation digitale. Je pense que l'humanité n'a jamais connu quelque chose d'aussi rapide. C'est-à-dire que on arrive à un élément assez saisissant qui fait qu'il y aura bientôt plus de différences culturelles entre un jeune Indien de 20 ans avec un Indien de 70 ans qu'il y a de différences culturelles entre un jeune Indien de 20 ans et un jeune Européen de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes terminaux dans la poche, parce qu'il utilise les mêmes applications, et c'est finalement ces usages-là qui vont transformer sa vie et sa culture professionnelle. Donc ça s'est déjà vu encore une fois pendant la révolution industrielle, avec des gens qui arrivaient dans des villes, qui devaient s'adapter à l'industrie. On a vu ça aussi avec la conscription, c'est-à-dire des gens qui viennent dans l'armée, qui doivent apprendre à saluer son capitaine, à défiler au pas, à apprendre un certain nombre de choses. Donc en fait, des gens qui viennent de partout finissent par rentrer dans un moule. Bon. Donc ça s'est fait avant, mais ça s'est fait moins rapidement. Donc, premier élément, on peut faire plus vite, mais on est déjà très rapide. Et moi je trouve que l'évolution des technologies aujourd'hui et des ruptures est bien plus rapide que notre capacité à nous à changer. Vous avez des problèmes culturels là-dessus. On est façonné par notre jeunesse. Voilà. Notre jeune âge, c'est là où on apprend des codes, on apprend des valeurs, on apprend une morale. La morale, c'est important. La morale, c'est quoi? C'est de se dire qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Et on peut changer beaucoup de choses au cours de sa vie. C'est très compliqué de changer de morale. Quand vous êtes né, à un moment donné, on vous dit ça c'est mal, ben, généralement, toute votre vie, vous pensez que c'est mal. Même si, voilà. Donc, je pense que le sujet, encore une fois, il est humain, il est dans notre capacité à embrasser ces nouvelles technologies et à les assimiler dans notre quotidien et à changer avec elles, puisque c'est souvent une technologie, une arme, qui va structurer un ensemble. Donc, et par ailleurs, il me semble que l'Afrique fait ce saut de grenouille. C'est-à-dire qu'on a parlé hier beaucoup de mobile banking, de m-payment, de choses comme ça. C'est né, en tout cas ça a été développé et mis au point, et ça arrive à maturité en Afrique, alors que ça n'est pas encore introduit en Europe. Donc l'innovation naît toujours de la contrainte. Et quand on prend par exemple cette histoire de m-banking, eh bien, pourquoi est-ce que ça s'est développé plus vite en Afrique qu'en Europe? Parce qu'il y avait une population qui était peu bancarisée, donc il y a une opportunité. Et deuxièmement, parce qu'il y avait des banques qui, à l'époque, ne se souciaient pas d'une clientèle qui avait besoin de financement et essayaient d'appliquer des modèles qui venaient pour le coup d'Europe. C'est-à-dire, bonjour, donnez-moi un relevé d'identité bancaire, donnez-moi une adresse physique, donnez-moi une facture d'électricité, etc. Quand vous travaillez dans l'informel en Afrique, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas ça. Donc, c'est quand même de cette contrainte qu'est née cette opportunité, qui est de dire, finalement, comme il y a des gens non bancarisés, moi je suis opérateur télécom, je les facture déjà, ils sont déjà comme clients, je les fais venir sur un service là-dessus, et hop, ça me crée une valeur marginale et surtout une capacité à fidéliser ces gens-là. Donc on voit bien que, à condition de travailler sur ces éléments de contrainte, et on a vu hier un exemple avec, si j'ai bien compris, un jeune homme qui était dans un hôpital et qui a dit c'est pas possible, ça se passe, le parcours patient est tellement mauvais que je vais le réécrire. Il est sorti de là et il s'est dit ok, je vais lancer ma start-up, et il a complètement refondu ça. Donc une contrainte, une innovation, cette innovation aujourd'hui
la grande chance que nous avons tous, c'est qu'elle peut devenir mondiale très très vite. Donc l'Afrique a quelque chose à faire aujourd'hui en sautant une génération. Tout à fait. Donc c'est de ça que je parlais quand je parlais de rapidité, c'est de ne pas passer par les étapes normales qu'on a pu connaître dans d'autres cultures, mais plutôt en fait trouver ses propres moyens en fait. Et dans le livre également, vous parlez de logistique. Et j'aimerais également revenir sur la logistique qui est un élément très important en Afrique et également penser à comment innover justement. Et aujourd'hui on a les routes, etc. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres façons justement de penser la logistique en Afrique pour que les choses se fassent beaucoup plus rapidement? Vous parlez évidemment d'Amazon aujourd'hui, qui est le pilier de la logistique en fait, qui est le géant de la logistique. Et vous avez justement parlé de cette contrainte à transformer en opportunité. Comment vous voyez cette façon, donc, quels sont les éléments de logistique qu'on pourrait innover en Afrique éventuellement? Alors, je ne suis pas un expert de la logistique, mais pour aller sur ce terrain-là, alors effectivement, l'e-commerce tel qu'il a été pensé en Occident, c'est un entrepôt, une commande, une adresse. Une adresse qui est fiable, qui est enregistrée, qui est, etc. etc. Bon. Dans un certain nombre de pays, il manque un des éléments de la chaîne. Généralement, aujourd'hui, c'est d'ailleurs tout le problème de la data, on dit que les robots vont reprendre nos places, etc., l'intelligence artificielle, très bien. Encore faut-il que cette intelligence artificielle ingère de la donnée de bonne qualité. C'est-à-dire que l'essentiel du problème de la data aujourd'hui, ce n'est pas les algorithmes, ça on les a, les technos sont vraiment matures pour un certain nombre d'entre elles. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait rentrer comme données là-dessus. Et quand vous avez des pays où il y a un cadastre qui est peu fiable, quand vous avez des adresses, voire des noms de rues qui n'existent pas, et bien effectivement, si on applique le modèle occidental, ça ne fonctionne pas. Alors, d'abord, on se rend compte maintenant qu'il n'y a plus forcément besoin de ça, parce que les GAFA ou n'importe quelle start-up aujourd'hui qui lève des fonds va pouvoir faire le boulot que le gouvernement ne fait pas, donc qui est arrivé en géolocalisant des choses comme ça, des adresses, etc. Deuxième élément, donc le gouvernement dans un certain nombre de pays se fait disrupter, ou va se faire disrupter. Deuxièmement, vous avez des modèles intermédiaires qui existent pour le coup en Occident et qui fonctionnent tout à fait, qui sont des points relais. J'ai pas d'adresse, mais à côté de moi j'ai un point relais, ça règle mon problème, en tout cas en partie. Et après, on peut innover sur des façons de livrer. Après, vous avez des problèmes d'embouteillage, parce que finalement, il y a aussi, c'est bien beau d'avoir une adresse, encore faut-il que le camion ne mette pas 3 jours à arriver jusqu'à chez vous, qu'il y ait des problèmes de sécurité, etc. Peut-être que c'est en Afrique que vont se développer le plus rapidement les véhicules autonomes ou les drones. Encore une fois, quand il y a des contraintes, c'est là où il y a place libre pour une innovation. Encore faut-il que les technos soient mûrs. Je ne suis pas en train de vous dire que demain les drones pourront le faire, j'en sais rien. Mais ça peut complètement s'envisager. En tout cas, quand il y a un marché et qu'il est solvable, ne vous inquiétez pas, il y aura des solutions. Et il se trouve qu'aujourd'hui, plus personne, sauf des vieux schnocks, ne pense qu'il n'y a pas d'opportunité économique avec l'Afrique et que l'Afrique n'est pas en train d'émerger à une vitesse jamais vue. Ça va aussi vite que la Chine quand elle était en pleine croissance. Ok. Il y a aussi un passage que j'aime bien dans le livre où vous dites, pour nos dirigeants, reconnaître une erreur, une faiblesse est insupportable. Ils ont été élevés, se sont construits, ont réussi avec ces certitudes chevillées au corps. Et vous donnez également un exemple de la fable du scorpion de la grenouille que j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Alors, c'est un scorpion et une grenouille qui sont au bord d'une rivière. Et puis le scorpion veut traverser cette rivière et il dit mais je ne sais pas nager. Donc il va voir la grenouille et il dit dis donc grenouille, tu sais nager toi? Ah ouais. Bon écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas me prendre sur ton dos et puis tu me fais traverser. Il dit mais non, t'es un scorpion, tu vas me piquer, j'ai pas envie de mourir. Il dit mais t'es bête ou quoi? Si je te pique, je sais pas nager, donc tu coules et moi avec. Ah oui, c'est vrai que c'est pas idiot. Monte sur mon dos. Et voici la grenouille qui porte le scorpion sur son dos et qui traverse la rivière. Et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille fait « T'es complètement idiot, on va mourir !» Il dit « Bah oui, j'ai pas pu m'en empêcher. » Et ça,
C'est la réalité dans les entreprises, dans les administrations, dans les ménages, dans les machins. C'est-à-dire qu'on a tous une conscience de ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Alors il y a un autre exemple que je donne souvent, je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous. Ouais, il y en a. Donc, tout le monde est très sain, merci beaucoup monsieur. Bon, vous savez que c'est pas bien. Bon, vous avez eu des études, ça va mal se finir. Tout le monde en est conscient. Pourtant, vous fumez. Voilà. Vous savez quand est-ce que vous allez arrêter de fumer? Quand vous aurez quand vous aurez mal, ou quand vous aurez peur. Voilà. Ben, la transformation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on l'intellectualise, on dit je suis en train de transformer ma société, j'ai un comité digital, j'ai embauché un mec qui a vaguement fait un truc chez Google, on se le raconte, on est content, voilà. Mais c'est pas vrai. Vous commencez à transformer votre entreprise quand vous avez Amazon en face qui vous prend 5 points de part de marché par an. Et là, vous dites on va crever. Voilà. C'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça que ça marche. Donc moi, j'assiste à beaucoup de trucs sur la bienveillance, le management positif, le truc comme ça. N'oubliez pas la trouille. Foutez la trouille à quelqu'un et là, il va bouger. Voilà. Donc, il faut les deux. Il ne faut pas que ça soit une peur panique, mais quand vous avez des gens qui vous disent alors il faut impliquer, oui, d'accord, mais dites bien que si on ne bouge pas, on va mourir. On commence par ça. Donc il faut toujours commencer par un truc un peu comme ça. Et après, on dit, mais ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui l'ont fait, d'où l'histoire, d'où un certain nombre de choses comme ça. On va dire, attendez, il y a quand même des gens à l'âge de pierre ou à l'âge du fer qui se sont débrouillés pour changer complètement leur mode de vie. Donc c'est possible. Mais rester dans un système moral confortable, ça s'appelle la décadence. La décadence, c'est toujours très sympa au début, parce qu'en fait, on ne fait pas grand-chose et on ne se rend pas compte que ça décline. On dit toujours c'est un peu aux marches de l'Empire, qu'il se passe des trucs. C'est beaucoup moins sympa quand vous êtes en bout de cycle. Voilà. Donc, si vous ne bougez pas, les gens bougeront à votre place, et voilà. Donc, ouais. Non, un autre outil, en plus de la peur, c'est plutôt le storytelling, que j'aime beaucoup. Et vous en parlez également dans votre livre, et comment, justement, Apple Store et puis les parcs Disney et tout ça, en fait, sont vraiment maîtres dans le storytelling. Moi, ce que je voudrais également rapporter à l'Afrique, comment peut-on se rôder au storytelling en même temps qu'on avance, et au lieu de laisser aux autres définir ce qu'on est. Alors, dans storytelling, il y a story. Donc il faut baser les choses sur des éléments qui vous ressemblent, sur lesquels vous êtes légitime, sur lesquels vous avez une histoire à raconter. On est dans une culture de pitch. On est dans une culture où, effectivement, il faut storyteller, il faut raconter des jolies histoires, etc. Mais il faut surtout faire bref. Moi, je m'insurge contre cette culture du faites vite. Le côté faites vite, ça veut dire qu'on escamote les choses. Et à force de vouloir faire simple, on devient simpliste. Donc plongez-vous dans l'histoire, plongez-vous dans les racines. Pourquoi? Parce qu'elles marquent un individu. Et quand vous avez quelque chose qui va toucher l'une de ces racines, alors là, vous tenez un marché qui est considérable parce que, encore une fois, les individus et les cultures changent lentement. Donc, prenez Facebook. Facebook, on peut se dire, à un moment donné, on se demandait si c'était pas un phénomène de mode. Je me rappelle dans une conférence, on m'a demandé ça, j'ai dit, je ne sais pas si c'est Facebook ou un autre, mais ça n'est pas un phénomène de mode parce que ça s'inscrit profondément dans ce qu'est l'être humain. Pourquoi? Parce que Facebook, comme tous les réseaux sociaux, s'appuie sur deux éléments fondateurs de ce qu'est un être humain. C'est le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Donc, entre ce qui se passait au siècle dernier, je regardais par la fenêtre qui était au café avec qui, et puis je racontais machin, oh là là, il se passe quelque chose, etc. Donc ça, c'était le voyeurisme. C'est pareil quand Kevin, 14 ans, regarde sur Facebook en disant, bah dis donc, ma voisine de bureau, de bureau à l'école, elle n'aurait pas dû changer de coiffure. C'est pas terrible. Et l'exhibitionnisme, le monsieur qui arrivait en cheval blanc et avec son haut de forme, etc., pour que tout le monde le voit, c'est à peu près le même qu'un certain, non pas ici, mais il y a un certain nombre de personnes que nous connaissons, qui vous expliquent qu'ils font leur check-in à l'aéroport de Chicago en disant j'ai complètement jet lag. J'ai trouvé d'ailleurs que le menu en business était beaucoup moins bon qu'avant. Donc c'est de l'exhibitionnisme. Je veux que vous montrez que ma vie est extraordinaire. Bon. Donc ça, si vous avez un outil digital qui s'appuie sur ces fondamentaux humains, ça va marcher.
ça va marcher. Donc réfléchissons tous à quel est l'élément fondamental de ma culture, qui donc n'est pas forcément partagé par d'autres cultures et les GAFAM qui ne les voient pas forcément. Et là, si vous créez un truc autour des tontines, autour de choses comme ça, eh bien ça fonctionnera parce que vous êtes directement appliqué sur un usage que vous vous contentez simplement de digitaliser et de rendre plus simple. Ok, good. On a 2 minutes, Laurent, pour terminer. Et par contre, il y a quelque chose que je voudrais absolument que vous nous expliquiez. Donc, vous dites dans la révolution digitale, il est inutile de fixer des caps clairs en fait. Et pour organiser le changement, il faut troquer l'illusion de la visibilité contre la souplesse et la vitesse de réaction. Donc il s'agit de l'entreprise agile. J'aimerais brièvement, le plus brièvement possible, que vous nous racontiez l'histoire de Rome et de Carthage et comment on peut en tirer des leçons. Alors, 2 minutes pour une guerre longue. Bon, ce qui est intéressant sur Rome et Carthage, c'est que, comme d'ailleurs dans le titre avec Napoléon, Hannibal est l'un des plus grands génies militaires que la Terre ait jamais porté. Il se trouve que, comme Napoléon, ces 2 personnes ont perdu. Donc, quand vous regardez les startups, les machins, on va tous se faire broyer. Oui, mais enfin, bon, les startups, il y a 97% de startups qui déposent le bilan. Et vu les montagnes d'argent qu'on investit dessus, c'est quand même le minimum syndical qu'on ait un Google qui sorte une fois de temps en temps. Parce que, voilà. Donc la réussite des startups, d'ailleurs, pour ne pas répondre à ta question, elle est statistique avant d'être géniale. Donc, sur Carthage, un génie militaire arrive et dit, bon d'abord, j'ai une vengeance ancrée en moi, la vengeance, attention, c'est pas toujours un bon conseiller, je veux venger mon père qui a perdu contre Rome. Sans analyse stratégique et le fait que Rome était beaucoup plus nombreux, enfin il y avait était plus puissante déjà que Carthage. Là-dessus, il se rend compte que les Romains se battent toujours de la même façon. Ce sont des soldats qui sont courageux, mais ils ont ce qu'on appelle à l'époque la pietas. La pietas, c'est un système moral qui fait que vous gagnez une bataille si les dieux vous estiment que vous avez été loyal et courageux. Et en fait, ils poussent le système en se disant, mais même si les dieux de mon adversaire pensent que je suis quelqu'un de bien, parce que je me suis battu sans être fourbe, etc., alors ils vont me donner la victoire. Donc vous aviez ce système moral dans l'armée qui faisait qu'en gros, ils avançaient tout droit, et puis ils se battaient, certes, de façon très efficace, mais toujours tout droit. Donc Hannibal, qui est un génie, lui, il a compris le truc, il a dit, bon, a priori, ils vont foncer tout droit. Donc il a mis en place un système pour tendre des pièges à Rome. Et là, on tombe sur l'élément moral dont je vous parlais. C'est-à-dire que, raclée après raclée, les Romains n'ont pas changé. Pourquoi ? Parce que c'était pour eux impur, immoral, etc. Jusqu'au jour où ils se sont dit, non mais là, ça fait 15 fois de suite, la nation est en danger, donc ils ont fait ce changement moral qui leur a dit, ok, très bien, cette ruse, moi aussi, je vais l'appliquer. Et donc, ils se sont adaptés.